Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un reset du mois, le premier de l'année 2025 de façon officielle. Et j'avais envie de changer légèrement le format de ces resets. Je ne vais pas vous filmer de petits bouts façon vlog parce que je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt et j'ai envie de vous parler un petit peu plus longuement des lectures que j'ai pu faire et des lectures que je souhaite faire pour le mois prochain. Sur ce mois de janvier, j'ai lu 7 titres et dans les 7, il y en a un que j'ai abandonné et j'aurais vraiment jamais cru que ça se serait passé comme ça. Donc je vais vous en parler dans un instant, mais tout d'abord, on va commencer avec ma première lecture de 2025 qui a été aussi le premier coup de cœur de 2025. Ça commence bien. C'est How Arrives Under the Sea de Julia Armfield. Je vous en ai déjà pas mal parlé puisque ça fait un moment que je le glisse dans les piles à lire et que je crève d'envie de le lire. Et ça y est, je me suis enfin lancée. Ça a été ma première lecture de 2025 et j'ai vraiment bien fait de me lancer. Comme vous le voyez, c'est une lecture en VO. Il n'a pas encore été traduit en français et j'espère qu'il le sera un jour parce que je veux que tout le monde le lise. Et si vous vous souvenez bien, on va suivre ici Miri et Léa qui sont deux femmes ensemble, qui sont mariées. L'une d'entre elles est biologiste sous-marine et dans ce roman on va suivre ce qui se passe lors de sa dernière mission où elle était censée partir pour 3 semaines et elle rentre au bout de 6 mois. Et en plus quand elle rentre, elle est un peu bizarre. Elle parle presque plus, elle s'enferme de plus en plus longtemps dans la salle de bain, elle laisse couler l'eau de plus en plus longtemps aussi. Il y a quelque chose qui cloche. On suit principalement le point de vue de Miri, qui est donc la femme qui est restée sur Terre et qui n'a franchement pas de nouvelles de Léa puisque la société pour laquelle Léa travaille ne lui donne pas de nouvelles. Au bout des 3 semaines où Léa était censée être rentrée, elle n'a pas de nouvelles et je crois que ça dure quand même plusieurs semaines encore avant que la société entre en contact avec Miri pour lui dire qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'elle devrait pas trop tarder à rentrer, mais bon, on n'est pas capable de lui dire une date. Donc on va suivre la longue descente aux enfers de Miri qui se pose 1000 questions quant au destin, à la disparition, à la mort possible de Léa. Elle a pas de nouvelles et elle essaie d'avancer dans sa vie malgré tout ça. Et de temps en temps, on a le point de vue de Léa pendant cette mission sous-marine, ce qui se passe, les questions qu'elle se pose, ce qu'elle est en train de vivre, comment elle a réussi à s'en sortir, puisque c'est pas un spoiler, mais Léa elle revient donc au bout de ces 6 mois. C'est un roman qui est classé comme de l'horreur, et c'était aussi pour ça que j'avais envie de le lire. Et spoiler alerte, la seule horreur qu'il y a, c'est le fait d'être enfermé à des kilomètres sous la surface de l'océan, et de ne pas savoir comment on va s'en sortir. Il y a un petit côté claustro quand même. Mais à part ça, franchement, de l'horreur, il n'y en a pas. Donc si c'est quelque chose qui peut vous freiner, soyez rassurés et allez-y les yeux fermés. D'autant plus qu'au niveau du vocabulaire et du niveau d'anglais, de façon générale, c'est hyper abordable, c'est facile à lire et c'est extrêmement bien écrit. C'est d'ailleurs ce qui m'a énormément touchée, ce qui m'a énormément plu à travers ce roman. C'est cette plume de Julia Armfield qui m'a extrêmement touchée, qui aborde quand même le sujet du deuil, le sujet de comment avancer quand la personne qu'on aime a disparu, qu'on n'a pas de nouvelles et que malgré tout la vie continue. Il y a tous ces questionnements-là qui sont abordés et c'est extrêmement bien abordé, c'est hyper doux. J'ai malgré tout le cœur qui s'est brisé plusieurs fois et à chaque fois il a été raccommodé par Julia Armfield et c'était vraiment extrêmement beau. C'est pour ça que c'est mon premier coup de cœur de l'année parce que waouh. Pour être honnête, j'étais au bord des larmes plusieurs fois pendant ma lecture. J'ai pas pleuré, mais il y avait cette émotion qui me ravageait le corps. Et je sentais mon cœur qui s'effritait et voilà, j'ai pas les mots, c'était hyper beau. Lisez-le. Et j'ose espérer qu'il sera traduit un jour en français, espérons même en 2025, puisqu'il se trouve que l'autre titre de Julia Armfield, qui est Private Rights, il a été traduit en français, aux éditions La Croisée, sous le titre Cérémonie d'orage. Et je l'ai entre mes mains, c'était pas du tout prévu, je pensais le prendre en anglais pour continuer ma collection de Julia Armfield, mais je l'ai reçu en service presse, et comment vous dire que il va vraiment pas traîner, et j'espère que je vais être touchée de la même façon qu'avec How Arrives Under the Sea. Je vais quand même pouvoir comparer son style d'écriture en anglais et la traduction en français. J'espère quand même être touchée, mais je crois que dans tous les cas, je me le prendrai aussi en anglais pour le découvrir un jour dans sa version originale. Parce que je crois que Julia Armfield est devenue une autrice coup de cœur, même si j'ai lu qu'un seul titre d'elle pour l'instant. Donc autant vous dire que Cérémonie d'orage
va y passer au mois de février. 2025 partait sur les chapeaux de roue, donc j'ai décidé de lire ensuite Le Coma des Mortels de Maxime Chatham. Et si vous vous souvenez bien, c'est un titre que ma sœur m'a prêté, mais elle voulait repartir avec sa copie, donc j'avais peu de temps pour le lire. Donc forcément, je me suis jetée dessus une fois Our Lives Under the Sea terminé. Je pensais partir sur un autre titre qui allait énormément me plaire, puisque pour rappel, Chatham c'est un de mes auteurs préférés. Et malheureusement, c'est aussi le premier abandon de l'année. Une grosse déception, au point que j'ai abandonné cette lecture à mi-parcours. Parce que je sentais bien que ça n'avait ni queue ni tête pour moi, et que j'étais absolument pas embarquée ni dans l'histoire, ni dans les personnages. Et que je me traînais pour finir ma lecture avec une hâte sans nom pour démarrer un autre livre. Bref, il y avait vraiment rien calé, donc j'ai abandonné Le Coma des Mortels. Ce qui est absolument fou parce que ma sœur et ma mère l'ont adoré, l'ont dévoré et m'ont chaudement recommandé. Et pour moi, ça ne l'a pas fait du tout. Je crois d'ailleurs que c'est le premier Chatham que j'abandonne et clairement, j'ai aucun regret. Dans ce roman, on suivait Pierre qui venait de tout bazarder dans sa vie, qui venait de plaquer sa copine de longue durée, son boulot qui était pourtant bien payé, son appartement, sa famille, bref. Il envoie tout valser et il se forge une nouvelle vie. Il travaille désormais aux Eaux de Vincennes et il prend des cours de théâtre via lequel il commence à rencontrer d'autres personnes et se forger un nouvel entourage amical. Et alors vraiment, j'ai pas accroché du tout. C'était complètement barré, complètement what the fuck, et je comprends pas ce qui s'est passé dans la tête de Chatham pour écrire de cette façon-là, pour écrire des personnages aussi rocambolesques, aussi loufoques, mais qui n'avaient franchement aucun intérêt pour moi. Je me sentais vraiment pas proche d'eux, j'avais pas envie de savoir ce qui allait se passer, je m'en foutais complètement. Je vous assure, même moi, je sais pas ce qui s'est passé, je comprends pas pourquoi je parle de ce livre de cette façon-là, mais vraiment, j'en avais rien à faire. À tel point que je l'ai abandonné et j'ai demandé à ma mère de me raconter la suite et fin de l'histoire parce que je voulais vraiment pas continuer. Je sentais que j'allais passer une grosse semaine sur ce titre qui est pourtant pas très long et que j'avais en version poche, donc qui aurait pu se laisser dévorer, mais franchement, vraiment aucun regret. Après ça, j'ai lu un titre que j'ai emprunté à la médiathèque et c'est la suite d'Absolu. J'ai donc lu le tome 2, Les Effacés, c'est écrit par Margot de Seine. Et si vous vous souvenez bien, donc déjà, Absolu 2, c'est le titre que j'avais pioché dans mon précédent reset. Il fallait que je lise une suite de série avec un emprunt à la médiathèque. Et en plus, Absolu, le premier tome, je l'avais lu pendant mon challenge Babelio 2023 du coup. Et j'avais vraiment adoré ce premier tome de série. C'est de la dystopie, c'est francophone, c'est hyper prenant, ça se dévore et on souffre avec les personnages. C'était pépite et je suis très contente d'avoir enfin sorti le tome 2 de ma pile à lire. Fin 2024, je m'étais dit que j'allais très certainement relire le tome 1 avant de piocher le tome 2 parce que je sentais qu'il y avait plein de choses que j'avais zappées, que j'avais oubliées et qui allaient me poser problème à la lecture du tome 2. Donc je m'étais dit que je réemprunterais le tome 1 avant de continuer la lecture de cette trilogie parce qu'en plus le tome 3 est sorti il y a vraiment pas longtemps, donc j'ai pas envie de laisser traîner cette série. En 2025, on clôture des séries qui sont terminées. Bref, tout ça pour dire que j'avais prévu de relire le tome 1 et finalement je ne l'ai pas fait parce que déjà la pioche du reset m'a incité à prendre ce tome 2 et j'avoue que j'avais un peu la flemme de me lancer dans une relecture de quelque chose que j'ai lu il y a 1 an et demi. Donc j'estime que j'ai quand même des souvenirs, mais pas assez. Je me suis dit que j'allais tenter la lecture du tome 2 en trouvant sur internet un résumé spoilant, un résumé détaillé de ce qui s'est passé dans le tome 1. Donc c'est ce que j'ai fait et je me suis lancée dans la lecture du tome 2 et j'avoue que j'étais encore un petit peu perdue malgré le résumé détaillé, mais ça l'a quand même fait. Et là aussi j'ai dévoré ma lecture, il faisait 600 ou 700 pages, je sais plus bien, c'était quand même un gros pavé des familles et c'était hyper prenant. On reprend l'intrigue tout de suite après la fin du tome 1 et il se passe encore plein de choses, mais pas du tout dans les mêmes lieux. Et c'est aussi ça que j'ai apprécié. On était en dehors de la zone qu'on explorait dans le tome 1 et on découvre plein de choses. Des choses où on se posait un petit peu des questions vers la fin du tome 1, mais waouh, waouh. Et j'ai hâte de lire le tome 3, de clôturer cette trilogie, d'avoir enfin les réponses à mes questions aussi. J'avoue que je suis vraiment contente de m'être lancée dans la lecture de ce tome 2. Les personnages sont toujours aussi attachants, les intrigues toujours aussi prenantes. En plus, on commence seulement à lever le voile sur des manipulations politiques, des machinations, ce genre de choses. Et moi,
J'adore ça. Donc vraiment, je me suis régalée avec ce tome 2. Je sais qu'apparemment, il y a beaucoup de personnes qui ont adoré le tome 1 et pour qui le tome 2 c'était un peu une lecture mitigée. Personnellement, ça n'a pas été mon cas parce que justement, comme je viens de vous le dire, on retrouve un peu cette trope de machination politique, de manipulation, et comme j'adore ça, pour moi ça se lisait tout seul. En plus, Margot de Seine, elle ne prend pas de pincettes avec ses personnages, ils sont là pour souffrir et ça aussi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Désolée pour eux, mais moi j'aime ça. Après ça, je suis passée à une lecture que je ne pensais pas faire de sitôt. J'ai quand même suivi malgré tout puisque le Music and Books Challenge de janvier, donc pour rappel c'est un challenge de lecture que j'organise et vous pouvez nous rejoindre sur le Discord pour choisir les lectures mensuelles. Bref, au mois de janvier, le challenge vous incitait à lire un livre qui a été adapté en film ou en série et le niveau 2 c'était de lire le titre qui avait été choisi par le book club et c'était 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Un classique de la littérature et de surcroît un monstre de la littérature sud-américaine. Vraiment, je pensais pas le lire de sitôt parce que j'avoue qu'il me faisait un petit peu peur. C'est un peu ce que je ressens de façon générale envers les classiques. J'ai peur que ça soit trop exigeant, trop difficile, trop détaillé, trop soutenu peut-être au niveau du vocabulaire. À chaque fois j'ai peur de passer à côté. Et comme le book club avait voté pour celui-ci, je me suis lancée et j'ai participé. Alors j'avoue que ça a été une lecture mitigée. J'ai adoré les 100 premières pages, je les ai bouffées. Et après, le rythme s'est étiolé. J'avais moins envie de le lire, moins envie de retourner à ma lecture. Ça a été compliqué, j'ai même failli l'abandonner une fois ou deux, sans vraiment vous dire à quel moment parce que je n'en sais rien moi-même. C'est juste que je sentais que j'avais pas envie d'aller jusqu'à la fin. Mais j'ai persévéré, je suis allée jusqu'au bout et j'ai bien fait puisque la fin m'a mis en larmes. Et pendant bien 2 jours après la fin de ma lecture, je pleurais toujours à repenser à ce que j'avais lu, à repenser au thème abordé par Gabriel Garcia Marquez. Et j'avoue que je suis extrêmement reconnaissante au book club d'avoir voté pour celui-ci parce que même si je peux pas dire que j'ai aimé ma lecture, je suis vraiment ravie de l'avoir lu. Je pense que c'est vraiment un roman qu'on doit lire une fois dans sa vie. C'est un livre qui va me marquer dans ma vie de lectrice et même si c'est pas quelque chose qui vous intéresse puisqu'on aborde l'histoire de la Colombie avec un style de réalisme magique qui est là aussi assez barré, il faut le lire au moins une fois dans sa vie. Pour le résumer, je peux juste vous dire qu'on suit la famille Buendia, qui est une des familles fondatrices du village de Macondo. Donc on les suit depuis la fondation du village, et ce pendant 100 ans, puisque le titre évidemment 100 ans de solitude fait référence à une malédiction qui a été posée sur cette famille. Et donc on va les suivre tout le long de cette malédiction sans qu'ils ne sachent qu'ils sont maudits. Comme je vous le disais, c'est hyper barré. Il faut accepter de ne pas comprendre ce qu'on lit, il faut accepter de mélanger les personnages puisque c'est un des moyens qui est abordé par Gabriel Garcia Marquez pour dénoncer ce qu'il veut dénoncer et c'est aussi une tradition hispanique, c'est ce que je disais au book club avant même de démarrer cette lecture. C'est une tradition dans le monde espagnol et c'est une tradition qui s'inscrit aussi dans ma propre famille, c'est de se transmettre les prénoms de génération en génération. C'est-à-dire que par exemple dans ma famille, ma grand-mère s'appelle Isabelle et sa fille, donc ma tante, s'appelle aussi Isabelle. Et c'est aussi ce qu'on retrouve ici, puisque la majorité des personnages s'appellent José Arcadio, ou Aureliano, ou Remedios. Donc soit ils s'appellent comme ça, soit ils ont des prénoms qui sont dérivés de ces prénoms-là. C'est hyper dur de s'y retrouver, et je pense que même en faisant un arbre généalogique en façon papier, on se mélange. Et voilà, faut accepter de se mélanger, faut accepter de mélanger les personnages, de pas savoir qui est qui, de ne plus se souvenir. C'en est un point où c'est absurde, mais j'ai trouvé ça hyper intelligent de la part de l'auteur, de se lancer justement dans la dénonciation de cette tradition et d'autres choses via cette tradition justement. C'est aussi barré parce que comme je vous le disais, c'est du réalisme magique. Ça m'a beaucoup fait penser à la série Blackwater de Michael McDowell. Ce même réalisme magique qui fait qu'il se passe des choses qu'on ne peut pas expliquer, qui sont dérivés du surnaturel, de la magie. Ça ne s'explique pas, on est ok avec ça et on continue à vivre. Mais là, c'est carrément absurde, c'est carrément extrapolé. Pour exemple, il y a une meuf qui s'envole dans les airs et on n'a plus jamais de nouvelles d'elle. Elle s'est envolée un jour, il y avait un petit peu de vent, elle avait un drap dans ses mains et hop, elle s'envole. Donc voilà, faut juste accepter le réalisme magique, accepter l'absurde, accepter
ces prénoms que l'on retrouve sur des dizaines de personnages, mais il faut le lire une fois dans sa vie. Et en même temps que 100 ans de solitude, qui est donc la lecture de mon book club Music and Books Club, je me suis aussi lancée dans la lecture du livre qui a été choisi par le Reese's Book Club. Et je pense que cette année en 2025, c'est pas forcément un objectif que j'ai noté et un objectif que je veux absolument suivre jusqu'à la fin de l'année, mais j'aimerais beaucoup lire tous les livres choisis par le Reese's Book Club en 2025. Donc j'ai déjà commencé avec le mois de janvier et j'ai lu The Three Lives of Kate Kay de Kate Fagan. Et là aussi c'est une lecture que j'ai fait en anglais, forcément. Il n'existe pas en français et d'ailleurs il vient tout juste de sortir. Donc une lecture hyper récente et ça je suis plutôt contente. Dans ce roman, comme vous vous en doutez, on va suivre un personnage qui a plusieurs identités et l'une d'entre elles c'est Kate Kay, une autrice à succès qui se cache derrière ce pseudonyme pour garder son anonymat. On va donc suivre sa vie via ses différents points de vue de ses différentes identités pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va suivre les points de vue des différentes personnes qu'elle croise tout au long de sa vie et qui ont fait qu'elle a plusieurs identités. J'ai trouvé ça d'ailleurs hyper intéressant. Et là aussi, c'est une histoire très touchante, un peu comme Our Wives Under the Sea. Ça m'a un petit peu déchiqueté le cœur à chaque fois et raccommodé en même temps. Là aussi c'était extrêmement beau, bien qu'on suive des thèmes complètement différents puisqu'ici on va aborder de façon globale le thème de l'amour, de l'amitié, des souvenirs, alors des souvenirs d'enfance ou des souvenirs de quand on est plus vieux, et cette façon dont ces souvenirs nous impactent parfois dans des réflexions ou des décisions qu'on peut avoir. C'était hyper beau. Et là aussi d'ailleurs on aborde le sujet de l'amour lesbien qui m'a énormément touchée. Là aussi c'était très beau. Encore une fois différent de Our Wives Under the Sea, mais très bien amené. Là aussi un roman qui m'a parfois ému aux larmes, c'était hyper beau. Et en plus de ça, on a de temps en temps des petits morceaux du roman que Kate Kay a écrit et qui est là aussi très intéressant puisqu'on voit les parallèles en fait entre sa propre vie et ce qu'elle a écrit. Magnifique. Je pense qu'on n'est pas passé loin du coup de cœur. Je saurais pas vous dire ce qui m'a manqué, mais c'était vraiment magnifique. Là aussi, un livre que vous pouvez lire si vous avez un niveau d'anglais moyen et qu'il vous intéresse, puisqu'il est franchement pas difficile à comprendre. Ça reste du vocabulaire et du langage de tous les jours. Et si vous avez envie de le découvrir, franchement, foncez. Et une fois que j'ai terminé The Three Lives of Kate Kay, je me suis lancée dans une lecture en français cette fois. Et une lecture que je procrastine depuis quelques années. Et d'ailleurs, j'ai failli ne pas le lire en janvier parce que j'avais envie de lire autre chose. Mais je suis plutôt contente de m'être enfin lancée puisque je me suis quand même lancée dans une relecture des tomes 1 et 2 fin 2024 pour justement continuer la série. Donc, j'ai enfin lu le tome 3 des Accords corrompus et c'est Rêve de feu, c'est écrit par Kelly Sinclair et celui-ci c'était un roman qui faisait 380 pages, donc au fur et à mesure qu'on avance dans les tomes, on avance aussi dans l'épaisseur des romans. Ça reste quand même hyper accessible, mais je voulais juste vous le dire, ça devient de plus en plus épais. Ça ne m'a pas empêché de le lire en 2 jours. Donc forcément, ça se dévore, forcément on avance dans l'aventure de Olenna, dans sa découverte du monde de glace, Glacium, et du monde d'Ozolis, le monde de feu, duquel non seulement elle est originaire, mais en plus elle est la princesse, elle est la Tatuma et elle est la future souveraine. Forcément, comme c'est en tome 3, je peux pas vous en dire grand chose, mais je vous recommande vraiment de lire les Accords corrompus si c'est pas déjà fait. C'est de la fantasy new adulte, je dirais, mais pour les adultes comme moi, ça se lit aussi très bien. C'est vraiment génial. Au niveau du world building, c'est toujours une grosse pépite. Au niveau de l'intrigue et des sous-intrigues, c'est toujours très haletant. Dans le tome 3, on avance dans la possible confrontation entre les deux mondes. Et on avance aussi dans cette petite romance slow burn qui s'installe entre Olenna et un autre personnage que je ne vous dirai pas si vous n'avez pas commencé à lire la série d'ailleurs. Mais c'est toujours aussi prenant, c'est toujours aussi bien fait aussi au niveau des personnages. Pépite. Et il me reste le dernier tome à découvrir, Rêve de liberté. Je pense que je vais me le faire sur le mois de février. Comme ça, je pourrais dire que sur l'hiver, j'ai relu les Accords corrompus et j'ai terminé cette série. Et enfin, le dernier livre que j'ai commencé à lire sur ce mois de janvier, je ne vous en parlerai pas trop puisqu'il fait partie d'un vlog que je suis en train de vous tourner. Mais sachez que je suis en cours de lecture de Bienvenue à la librairie Yungnam de Wang Borom. Et c'est un roman traduit du coréen dans lequel on suit un personnage qui vient d'ouvrir une librairie. Là, elle a tout plaqué et elle ouvre sa librairie. Un personnage qui a tout plaqué comme le coma des mortels. Et est-ce qu'on va suivre le schéma de lecture que j'ai eu avec le coma des mortels?
peut-être. Donc celui-ci, vous allez le retrouver très bientôt dans un prochain vlog. Et si on fait le point sur ces 7 titres lus, j'en ai quand même lu 2 en anglais. Donc ça, c'est plutôt cool puisque j'ai quand même un objectif minimal de 3 livres en anglais lus sur l'année. Et si j'en atteins 6, c'est encore mieux. Dans tous les cas, j'ai quand même bien avancé là-dessus. Et comme j'ai aussi lu 100 ans de solitude qui fait partie des classiques de la littérature, là aussi j'ai un objectif minimal de 3 et si j'en fais 6, c'est encore mieux. Là aussi j'ai avancé. Je suis très contente, très fière de moi, d'autant plus que ça a été des très chouettes lectures ou des lectures marquantes. Et j'ai aussi avancé dans 2 sagas en cours. Janvier s'est super bien passé finalement, d'autant plus que sur ces 7 lectures, enfin sur les 6, je ne vais pas compter Bienvenue à la librairie Jungnam pour le moment puisque c'est pas une lecture terminée. Mais sur les 6 que j'ai lus, il y a eu un seul abandon et tout le reste a été de très chouettes lectures ou une lecture marquante pour ce qui est de 100 ans de solitude. Dans tous les cas, janvier s'est super bien passé. Et en plus, grâce à Absolu 2, j'ai aussi validé ma pioche du reset du mois précédent. Parfait. Et pour ce qui est des lectures que j'ai prévu de faire en février, alors déjà il y en a plusieurs dans le cadre du vlog que je suis en train de vous faire, donc toujours la librairie Jungnam, et il y a aussi 2 autres titres que je vais garder secret pour le moment, comme ça vous les découvrirez pendant le vlog. Évidemment, j'ai l'intention de lire le 4e et dernier tome des Accords corrompus, Rêve de liberté, donc je vous le disais juste à l'instant. Je compte aussi lire Cérémonie d'orage puisque comme je vous le disais c'est un service presse. Le but c'est quand même de le lire assez rapidement pour en faire une critique. Et de toute façon j'ai extrêmement hâte de continuer à découvrir Julian Field. Et enfin dernière lecture certaine. Je vous ai parlé du Music and Books Challenge il y a quelques instants avec la lecture de janvier. Sachez que la lecture de février a déjà été choisie par le book club sur le Discord et c'est Bride de Ali Hazelwood qui a été choisi pour ce mois-ci. On va se lancer dans de la romantésie, j'ai peur parce que ça reste un genre de littérature qui ne m'attire pas du tout. Donc je vais clairement sortir de ma zone de confort grâce au book club, mais c'était aussi le cas avec 100 ans de solitude et j'en suis toujours extrêmement reconnaissante. Donc peut-être que ce sera le cas aussi avec Bride. De toute façon, Ali Hazelwood, j'ai déjà lu 2 titres d'elle que j'ai absolument adoré, donc je me laisse le bénéfice du doute et d'ailleurs je pense que je vais vous faire un vlog crash test avec celui-ci. Donc ces 3 titres là c'est sûr que je vais les lire en février et comme le thème du Music and Books Challenge de ce mois-ci c'est les histoires d'amour, j'ai toujours très envie de découvrir Ton monde et le mien de Abby Jiménez. Je l'ai acheté l'an dernier, presque le jour de sa sortie et depuis il traîne dans ma palle. C'est inadmissible, mais c'est le moment parfait d'enfin le lire. Donc il y a de très fortes chances que je vous en parle dans pas très longtemps. Et je crois que c'est plutôt pas mal. Donc je pense que je vais maintenant piocher pour la lecture aléatoire du reset. Pour rappel, je dois piocher un prompt par mois pour orienter une prochaine lecture. Que ce soit un papier blanc ou un papier beige, ça ne change absolument rien. C'était juste pour varier un petit peu les couleurs. Et alors, donc le mois dernier et le mois d'avant, j'avais pioché continuer une saga avec un emprunt à la médiathèque. J'espère que c'est toujours pas le cas avec celui-ci. On va voir ça tout de suite. Est-ce que ça fait le focus? Voilà. Alors. Oh non. Redémarrer ou démarrer une saga via un emprunt à la médiathèque. C'était clairement pas ce que je voulais faire. C'était clairement pas ce que je voulais faire ce mois-ci. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Je crois que je sais. Je crois que je sais. Il est dispo à la médiathèque, c'est une duologie et ça rentre dans le thème du Music and Books Challenge. Je pense que je vais commencer ma découverte de ces plaisirs violents de Chloé Gong. Un truc que je remets à plus tard à chaque fois. Mais je pourrais emprunter le tome 1 et le continuer plus tard. Et ça reste... Alors je suis pas sûre qu'on puisse parler de romantésie, mais dans celui-là on se retrouve embarqué dans les années 20 en Chine ou à Hong Kong, je sais plus bien. Et c'est une réécriture en gros de Roméo et Juliette avec une pointe de magie. Je vais faire ça. C'est Plaisirs violents de Chloé Gong pour ma lecture piochée du mois de février. Je suis trop contente, je suis trop contente. Finalement, je m'en sors pas trop mal. Et avec tout ça, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, mais que vous ne souhaitez pas m'écrire un commentaire trop long, vous pouvez toujours me laisser cet emoji qui est transpercé par une flèche, l'emoji Cupidon genre. Avouez-le, ça fait quand même pas mal penser à Roméo et Juliette. Dans tous les cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye!